séance du Collège Belgique qui est consacrée à l'allergie, un phénomène évidemment particulièrement prégnant dans la population des pays industrialisés, en vous parlant peut-être des enfants, puisque ça commence très tôt dans la vie, des adultes, du diagnostic, et aussi des traitements qui sont sans cesse modifiés, qui s'améliorent et qui ne sont pas étrangers évidemment à tous les progrès extraordinaires que l'on fait, notamment aujourd'hui en immunologie. Alors, à ce propos-là, nous avons la chance d'avoir Florence Schwetz, qui vient de l'Université de Liège, brillante immunologiste, immunologue, qui connaît magnifiquement bien les problèmes, notamment bien sûr de l'allergie, et qui va nous parler de tous les progrès scientifiques autour notamment des traitements. Et puis il y a Olivier Michel, qui est un interniste aussi très brillant, qui est aussi quelqu'un qui connaît extraordinairement bien les problèmes du milieu. Et vous savez combien dans l'allergie, le milieu est un aspect d'influence majeur, tant en ce qui concerne bien sûr les pollutions, mais aussi la distribution des allergènes domestiques dans nos maisons, et puis aussi le problème du réchauffement climatique, qui n'est pas peu de choses. Nous en sommes maintenant à peu près tous d'accord sur le sujet. Il y a encore quelques résistants, mais je pense qu'ils deviennent minoritaires. Alors, donc, je vais avoir l'honneur de commencer cette séance en vous parlant des enfants. Ça a été évidemment une partie de mon activité professionnelle en pneumologie pédiatrique. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la mucoviscidose, mais je vais vous parler de l'enfant allergique pour vous parler un petit peu de sa prise en charge et de la manière dont on peut aujourd'hui prendre en charge et surtout diagnostiquer, prévenir les allergies chez les enfants. Alors je vous ai mis une petite diapositive ici pour vous montrer combien les tout petits enfants sont déjà l'objet de problèmes. D'abord parce que tous les enfants ne sont pas nourris au sein, une proportion non négligeable d'entre eux est nourrie très rapidement avec des laits artificiels, et ces laits artificiels sont des laits de vache, même s'ils ont été produits par l'industrie pharmaceutique ou l'industrie plutôt alimentaire, les grandes firmes, qui en fait les ont rapprochés sur le plan de la composition du lait maternel, et d'une manière assez remarquable, mais pas du tout sur le plan immunologique, puisqu'au fond, le lait maternel est aujourd'hui considéré pratiquement comme une transfusion, puisque c'est au fond un liquide biologique qui contient une multitude de protéines, mais aussi des cellules, que ce soit des cellules qui contiennent de la graisse par exemple, et des tas de cellules immunitaires et des anticorps, et toutes sortes de protéines qui jouent aussi un rôle désinfectant pour certaines, et d'autre part qui promotionnent aussi la présence d'un gène dans l'intestin de ces bébés, qui est le Lactobacillus bifidus, dont on nous fait très régulièrement la publicité dans toute une série de produits alimentaires que nous consommons, pour la particularité notamment de cette flore bifidogène dans l'intestin des bébés, qui empêche l'installation de microbes pathogènes, ou en tout cas qui en réduit la présence. Donc, en fait, bien sûr, l'allergie alimentaire chez les enfants joue un rôle très important et très précoce, mais on sait aujourd'hui, puisque dans l'allergie, il est de coutume qu'il y ait un premier contact avec un allergène avant de pouvoir lui faire une réaction négative ou je dirais explosive, qu'aujourd'hui, les enfants peuvent s'immuniser dès avant la naissance. On a bien montré que dans le liquide amniotique qui commence à boire très tôt dans la grossesse, il y a déjà des protéines et surtout des fragments de protéines du régime alimentaire de la maman. Donc les enfants peuvent s'immuniser vis-à-vis d'allergènes consommés par la maman. Et on a même montré qu'il y avait des fragments de protéines d'allergènes de lait, comme notamment l'allergène des acariens, jusqu'y compris dans le liquide amniotique que consomment les bébés. Donc, en fait, les problèmes, comme on va le voir, sont quand même extrêmement complexes. Alors, nous sommes dans une saison pollinique assez importante, il y a beaucoup de pollen, et les enfants n'échappent pas à ce problème de l'allergie au boulot, par exemple, et on sait que ces allergies sont aussi liées à d'autres types d'allergènes contre
retrouve dans d'autres aliments, par exemple la pomme, ou dans la pelure de la pomme. Et donc il y a tout le problème des allergies croisées et des substances qui peuvent donner lieu à des réactions plus ou moins graves. Et on verra qu'aujourd'hui, on arrive déjà à cerner plus ou moins, ou on avance dans la gravité potentielle de ces allergènes. Et puis, il y a évidemment les animaux. Nous avons une quantité incroyable d'animaux dans notre pays, et la plupart des familles ont des chats, des chiens. Les enfants sont aussi en contact avec des chevaux, par exemple, assez régulièrement. Et on voit que ces allergies peuvent donner lieu à des réactions qui peuvent toucher aussi bien le nez que les voies respiratoires, que la muqueuse de l'œil, comme on le voit avec cette conjonctivite très impressionnante, avec des follicules qui vont véritablement brosser la cornée et donner lieu parfois à des ulcères, même de cornée, dans les cas graves. Et tous les problèmes se posent à la fois de l'enfant dès qu'il naît, mais aussi dès avant la naissance et de la grossesse. Donc c'est vraiment un problème sur le plan pédiatrique qui est extrêmement passionnant et intéressant. Alors, je vais vous parler de ce qui constitue un problème majeur, sans cesse majeur, désolé, de santé publique, puisque chez les enfants, c'est très précoce et c'est parfois extrêmement grave. C'est chez les enfants qu'on voit souvent les eczémas les plus impressionnants qui peuvent véritablement toucher l'ensemble du corps et où ces enfants ont pratiquement un aspect de petits ébouillantés. Ils ne sont pas toujours encore conscients des problèmes qu'ils ont, mais ils se grattent en permanence, ils s'abîment la peau en plus par des stries de grattage. Et donc, les eczémas sont souvent une des manifestations parmi les plus précoces de la maladie allergique chez l'enfant. Alors, vous savez que sur le plan des réactions allergiques, pour remettre les choses bien en place, on a affaire à des réactions qui touchent à des protéines animales et végétales, qui ne sont donc pas des protéines de notre propre économie, et que ces protéines animales et végétales peuvent donner lieu à des réactions immunologiques. Alors si on se réfère à la vaste classification, qu'on appelle la classification de Jellicoe, parce qu'il y a 4 grandes catégories, je dirais, de réactions, eh bien, celle auquel nous nous intéressons ici, c'est l'hypersensibilité immédiate. C'est-à-dire que le contact avec l'allergène donne très vite, très immédiatement, des réactions allergiques déjà visibles lorsqu'un chat entre dans une pièce et que la personne se met à éternuer, que l'enfant a les yeux qui coulent ou qu'il ou elle fait une crise d'asthme. Et donc, il y a d'autres formes de réactions de type allergique. Par exemple, dans l'allergie au lait, il y a une forme qui est d'hypersensibilité immédiate, mais il y a aussi une forme qui dépend de complexe entre les anticorps et les antigènes et qui peut donner, sans qu'il y ait du tout d'IgE qui joue quelque rôle que ce soit, des grosses destructions inflammatoires de l'intestin et, comme on dit, des aplasies de la muqueuse digestive, avec la muqueuse digestive est tout à fait plate et l'enfant fait une insuffisance en quelque sorte digestive et dès lors absorbe mal ses aliments, se met à ne plus grossir, à maigrir. Et ce sont les allergies au lait de vache de type digestif que l'on voit quand même relativement fréquemment. Donc, en fait, il n'y a pas que l'hypersensibilité immédiate, il y a aussi l'hypersensibilité retardée, ça on la connaît bien dans le domaine de la tuberculose, où on parlait d'allergie tuberculinique, et où en fait le contact avec la protéine du bacille de Koch donne lieu à une réaction, mais qu'on ne va pas voir tout de suite, puisque quand on vous fait une intradermo, on la lit 48 à 72 heures plus tard, et là ça dépend de l'afflux sur le site de lymphocytes et d'une couronne de cellules, comme on dit, épithéliales, de cellules larges de type macrophagique et qui donnent alors un granulome typique de ces maladies. Mais ça, c'est en fait une forme que l'on voit très rarement en allergologie, puis encore aussi une forme liée à des anticorps qui peuvent avoir un rôle, comme on dit, cytotoxique, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, des virus dont l'hépatite B sont inclus à l'intérieur de certaines cellules, eh bien, on peut avoir des anticorps qui sont dirigés contre des protéines du virus de l'hépatite B qui vont détruire les cellules dans lesquelles le virus est inclus. Il y a des gens qui font comme ça des insuffisances du foie particulièrement graves. Donc, simplement pour vous dire que le problème est plus complexe que de considérer que c'est juste une hypersensibilité immédiate, mais que c'est la forme la plus fréquente. Et ça, c'est médié par des anticorps qu'on appelle les IgE, qui donnent donc une réaction immédiate en quelques minutes, voire quelques heures,
Et contrairement aux autres anticorps qui nous sont très familiers, les IgG qu'on va doser dans votre sang pour savoir si vous vous défendez bien contre des infections bactériennes, ou les IgM qui agissent en tout début des infections et qui sont de très grosses molécules, qui font pratiquement 5 molécules d'IgG et qui agissent surtout contre certains gènes qu'on appelle les grammes négatifs. C'est pour ça que les tout petits bébés qui n'ont pas encore ces IgM font des septicémies à grammes négatifs, des infections fulgurantes dans le sang à grammes négatifs. Eh bien, tout simplement pour vous dire que ces IgE, on les a découverts que très très tardivement par rapport à tous les autres anticorps. Parce que tous les autres anticorps, on les mesurait en milligrammes par décilitre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des quantités très importantes pour lesquelles les laboratoires ont des méthodes d'analyse assez aisées et pas très coûteuses. Alors que les IgE, c'est souvent des doses dans le sang qui sont de 10-9 grammes. Ça veut dire que c'est en nanogrammes. Et pour ça, il faut des méthodes. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, on va vous faire un RAS, par exemple, comme ça, aux patients qui viennent pour une mise au point allergique. Et le RAS, c'est en fait une technique radio-immunologique qui permet de mettre en évidence une quantité d'anticorps en l'associant à une protéine radioactive. Et on mesure alors la radioactivité qui est proportionnelle à la quantité de cet anticorps dans le petit tube où l'on a mis le sang ou le sérum du patient et d'autre part l'allergène considéré. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est simplement de vous dire que ces méthodes-là, elles sont en fait extrêmement coûteuses et c'est pour ça que l'INAMI ne permet que de faire en général 6 dosages et qu'on ne va pas demander des IgE anti-myrtille et anti-fraise des bois quand on a affaire à quelqu'un qui est probablement plutôt allergique à des oléagineux ou à du poisson de type calcaire. Alors, le deuxième point important, c'est que c'est une maladie qui touche les muqueuses et les revêtements. Elle peut s'étendre avec des signes généraux à des aspects plus, comme on dit, systémiques, c'est-à-dire que de temps en temps, vous faites vraiment un choc anaphylactique, vous faites vraiment une chute de tension, un urticaire généralisé, une crise d'asthme, mais en général, les signes peuvent être purement au niveau des muqueuses et des revêtements, et ça, c'est quelque chose qui touche très essentiellement les grands primates, c'est-à-dire les hommes, les bonobos, les orang-outans, les chimpanzés, mais les autres animaux en général s'immunisent par injection. Et donc c'est aussi très difficile, quand on étudie l'allergie, de ne le faire que sur des souris ou des animaux de laboratoire, où en fait les mécanismes d'immunisation ne sont pas toujours, en tout cas, aussi facilement transposables à l'homme. Et ce qui est très important dans la clinique de tous les jours, c'est aussi que les gens qui, en fait, font une sensibilisation à certains allergènes ont en fait des anticorps qui sont mesurables dans leur sang, si vous les mesurez, ou au niveau de leur peau, des tests cutanés, qui sont des tests beaucoup plus sensibles, beaucoup plus spécifiques et très peu coûteux, et donc on va surtout faire des tests cutanés. Mais cette sensibilisation, en fait, elle fait que les gens ont des anticorps dirigés contre certains allergènes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement allergiques cliniques à ces allergènes. Vous pouvez avoir, par exemple, dans la salle ici, il y a probablement plus ou moins 30% des personnes qui ont des anticorps contre les pollens de graminées, donc contre le gazon. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a 30% des gens qui ont du foin ou qui ont... Donc, en fait, la proportion des gens sensibilisés n'est pas la même que la proportion des gens cliniquement malades, qui est beaucoup plus petite et qui est donc différente. Et donc, quand les gens viennent vous dire « je suis allergique aux acariens », par exemple, en fait, c'est très souvent parce qu'on leur a trouvé des IgE, soit dans la peau, soit dans le sang, contre les acariens. Ça ne veut pas encore dire que ces acariens jouent nécessairement un rôle clinique dans leur allergie. Alors, un petit point sur la réaction allergique. Donc, vous avez un petit chat qui passe dans une pièce, il y a des allergènes du chat, notamment l'albumine, féline et d'autres allergènes qui vont être dans l'air que nous respirons, et les cellules, les mastocytes, les basophiles, les cellules de la peau, comme les cellules de Langerhans, vont avoir en surface des IgE fixés. S'il y a beaucoup d'IgE fixés, il y a plus de chances que l'allergène du chat se fixe à ces IgE, et si au moins 2 de ces protéines se fixent à l'allergène, eh bien, il y a libération, dégranulation de médiateurs inflammatoires, et vous voyez apparaître une inflammation, une réaction allergique. C'est ce qu'on fait quand on injecte dans la peau en mettant une petite goutte, par exemple, d'allergène de chat sur la peau. On pique avec un petit vaccinostil qui va
piquer l'épiderme. Il y a un petit peu de ces substances qui entrent dans l'épiderme, et s'il y a des cellules qui attendent là et qui sont sensibilisées, eh bien, on peut assister à une réaction et vous allez avoir une papule et vous allez avoir une rougeur et on va vous mettre le diamètre de la papule, le diamètre de la rougeur. Et s'il y a au moins 3 mm de diamètre de papule, ben on considère que vous êtes sensibilisé à l'allergène en question. Alors, donc la maladie atopique, c'est en général une maladie qui se marque au niveau principalement des muqueuses et des revêtements, la dermatite atopique, de l'asthme, de la rhinite, et puis de temps en temps de l'anaphylaxie, comme on le voit chez cette petite fille qui a de l'urticaire, un gonflement autour des yeux, après qu'elle ait consommé par exemple des arachides. Alors, sur le plan de l'épidémiologie, c'est-à-dire quelle est la fréquence, bien, la sensibilisation, comme vous l'avez dit, est fort importante dans la population. Donc 30% des gens sont quand même sensibilisés au pollen de graminées. Mais on voit qu'au cours des dernières années, il y a eu une augmentation considérable de la fréquence de ces processus allergiques, avec un asthme chez l'enfant qui a une prévalence autour de 9% en Belgique, une dermatite atopique qui est près de 20%. Et si vous regardez la sensibilisation vis-à-vis des pollens, eh bien, elle est, comme je vous le disais, en fonction des pays d'Europe et des pays industrialisés, entre 13 et 33%. Les moisissures, fort fréquentes aussi dans un pays très humide comme la Belgique, entre 2 et 7%. Les animaux, comme les chats, 4 à 14%, et les acariens, 5 à 12%. Donc il y a vraiment beaucoup de monde qui a des anticorps contre toute une série d'allergènes potentiels. Alors, vous voyez, ceci, ce sont les acariens, donc ce ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides, ils ont de la chitine, ils ont 8 pattes. C'est donc un animal, finalement, qui est une source d'allergie très importante, en raison en particulier de ces excréments qui contiennent des protéines très allergisantes. Et quand on regarde ce qui se passe, ou ce qui se passait par le passé, où on allait dans un sanatorium en altitude, les gens allaient souvent beaucoup mieux, tout simplement parce qu'au-dessus de 800 mètres d'altitude, il n'y a plus d'acariens. Et que donc, c'est une des raisons par l'éviction pour l'amélioration de gens qui, en fait, ont des problèmes importants. Alors, vous voyez ici les acariens. Donc, si vous regardez ce qui se passe, par exemple, dans un matelas, ça veut bien continuer à bouger, mais je ne suis pas sûr. Oui, voilà. Donc, en fait, dans nos matelas, il y a facilement entre 500 et 1000 acariens par centimètre cube de matelas. Donc, c'est une quantité absolument colossale. Et donc, si on les voyait, si on les entendait, mais dormir dans sa baignoire, en fait, on dort quand même dans son lit. Et en fait, si on est protégé quand on est allergique, c'est parce qu'on vous met des housses dont le diamètre du pertuis est suffisamment étroit pour ne pas laisser passer des acariens qui ont plus ou moins 300 microns, donc ils restent en surface, ils n'entrent pas dans la profondeur du matelas. Et donc, ces acariens jouent évidemment un rôle particulièrement important, ils sont très nombreux, vous les trouvez, en fait, il y en a beaucoup d'espèces, vous en trouvez en dessous de votre table de salle à manger, sur le tapis, si vous laissez tomber des bouts de pain et des petits morceaux d'aliments, vous en trouvez en quantité énorme dans les lits, dans les objets en peluche des enfants. Un objet en peluche d'un enfant, c'est une véritable bombe allergénique après qu'on l'ait enlevé de sa housse en plastique au début et que l'enfant l'ait à côté de lui. Donc c'est très important d'éviter, si l'enfant est sensibilisé et surtout s'il est cliniquement allergique, de lui permettre de ne pas être en contact. Et on sait qu'il y en a aussi dans les aliments. En même temps, ici on voit par exemple des matelas avec les fibres et les moisissures. On se nourrissent d'ailleurs ces acariens et ils se nourrissent aussi de la peau et les squames de peau que nous libérons dans une humidité liée à notre présence dans le lit. Un matelas à plus ou moins 3 kg de plus après un mois, tout simplement par la transpiration que nous y mettons. Et donc voilà simplement pour vous montrer ce que sont les acariens. Alors, la rhinite allergique, c'est aussi quelque chose qui est très important. La prévalence est plus ou moins de 10% dans nos régions, avec une augmentation qui n'a cessé de se faire au cours du temps, voyez, en 1926, 1%, plus ou moins 5% en 58, 10% en 85, près de 15% en 93, 21% en 2002. On a parlé d'une épidémie du XXe siècle par rapport à l'allergie. C'est la même chose pour l'eczéma. Jusqu'à 20% des enfants dans les pays industrialisés ont de l'eczéma et qui peut persister après la puberté
jusqu'à 10 à 15% des cas. Et ce qui est important, c'est que la plupart de ces enfants qui commencent avec de l'eczéma font dans près de 40% des cas aussi de l'asthme, et donc c'est une forme d'entrée en quelque sorte dans la maladie. Alors on a essayé de mettre en évidence ce qui se passait sur un plan, je dirais, de l'agenda en fonction de l'âge de l'enfant, un peu artificiel, mais c'est quand même très exact en termes de fréquence. Et on voit qu'au début de la vie, les enfants commencent souvent la maladie par de l'eczéma, bien avant l'âge même de 1 an, et que ça correspond très souvent à une présence importante d'allergènes alimentaires. Et puis vous voyez augmenter souvent avant 3 ans l'asthme, qui va rester d'ailleurs encore très prégnant par la suite, mais qui va se réduire notamment en fonction de la physiologie respiratoire de l'enfant, parce que les enfants sont très sensibles à l'obstruction des petites bronches au début de la vie, mais ça va s'améliorer avec le temps. Et la rhinite allergique est quelque chose qui est persistant de manière très importante toute la vie et qu'on voit plus souvent chez les enfants plus grands, chez les adolescents. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Bien, on sait qu'il y a des facteurs de risque familiaux, et en particulier quand vous avez 2 parents atopiques, 2 parents qui sont sensibilisés vis-à-vis de l'allergène et qui ont des signes cliniques, pratiquement 70 à 75% des enfants qui vont avoir vont présenter potentiellement des signes allergiques. C'est énorme, évidemment. Ça ne veut pas dire que quand vous avez de l'asthme et que vous rencontrez quelqu'un qui en a aussi, il faut lui dire, écoute, je sais que tu as de l'asthme, je te quitte tout de suite, ou ils n'auront jamais d'enfants ensemble, mais ça veut dire qu'il faut quand même être vigilant par rapport à ça, qu'il faut être au courant et qu'il faut pouvoir faire de la prévention, puisque quand on a un seul parent atopique, on est quand même encore à 40%. Et on sait aujourd'hui que la transmission est vraisemblablement polygénique, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est l'objet d'un nombre incalculable de publications encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement la mécanique précise. On a des choses beaucoup de plus en plus compréhensibles, mais on ne sait pas encore quels sont les gènes. Et c'est probablement plusieurs gènes et plusieurs tableaux cliniques en fonction des tableaux aussi présentés par les patients qui expliquent leur maladie. Alors, facteur de risque d'atopie, je voulais vous faire un tout petit point par rapport au fait que nous avons finalement beaucoup d'atopiques dans notre population des pays occidentaux. C'est ce que Strachan a appelé il y a quelques années, je crois que c'était en 1975, la théorie hygiéniste. En fait, dans nos réactions immunitaires, on a en fait une pression très importante depuis très longtemps par toutes les bactéries, les virus, et cette pression a fort diminué au cours, je dirais, du siècle qui vient de se passer, à cause de quoi? Mais de l'hygiène, qui a été extraordinaire, à cause d'autre part des vaccinations, et à cause aussi de l'usage des antibiotiques. Donc on a eu une diminution très importante de cette pression, et ça a favorisé des réactions immunitaires plutôt vers les allergènes, donc les protéines étrangères, animales et végétales, d'autant que les réactions immunitaires de type TH2, qui sont en fait une des parties en quelque sorte de la manière dont on réagit à des protéines, sont aussi destinées à lutter contre les parasites. Or, les parasites, les vers intestinaux par exemple, on n'en voit plus du tout. Je veux dire qu'auparavant, il y avait encore des vers solitaires, mais moi quand j'étais au début de ma carrière de médecin, il y avait encore des gens qui avaient des vers solitaires, des ascaris. Moi j'ai vu une infirmière sortir d'une chambre avec un petit malade qui avait un ascaris qui bougeait dans son haltère en criant. Et en fait, aujourd'hui, on ne voit plus jamais ça. Donc en fait, les vers intestinaux se sont effondrés. Mais si vous allez en Centrafrique, par exemple, et que vous donnez un comprimé de Vermox à un enfant, il fait facilement entre un demi-kilo et 1 kilo de vers intestinaux à la première selle. Donc en fait, ils sont terriblement colonisés par des parasites que sont les vers intestinaux, avec lesquels ils vivent très bien, d'ailleurs en général, sauf ceux qui s'accrochent un peu dans les muqueuses et qui pompent un peu leur sang. Sinon, pour beaucoup, ils vivent quand même encore pas mal avec ça. Cependant, chez nous, il n'y a plus cette tendance-là, et donc ça a encore ouvert davantage la porte à l'allergie, d'autant que les parasites intestinaux produisent des protéases qui permettent en fait à ces parasites de s'installer dans le tube digestif, et que c'est précisément contre ces protéases qu'on fabrique aussi des IgE. Donc les IgE, on peut les avoir notamment dans l'allergie, mais aussi dans les parasitoses. Mais c'est des anticorps en fait très différents
Et on peut en fait en tout cas comprendre que ces anticorps produits contre ces protéases de vers intestinaux ont un effet d'immunotolérance dans les pays où il y a beaucoup de vers intestinaux. Donc en fait, outre la pression bactérienne, il y a quand même encore aussi les vers. Et alors, en fait, l'hypothèse hygiénique, elle nous montre qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, on n'a pas cessé d'augmenter le nombre de patients avec des problèmes allergiques. Et là, on le voit par exemple dans la césarienne. Si vous naissez par césarienne, vous n'êtes pas colonisé par voie basse par les microbes de la maman, en passant par la filière gynécologique de la maman. Et vous avez souvent une colonisation qui ne se fait que plusieurs semaines, voire même mois après. Et les enfants nés par césarienne sont beaucoup plus souvent atopiques et allergiques que les autres. De la même manière, la place dans la fratrie joue. Si vous naissez premier, vous avez juste papa et maman qui vous rapportent les microbes de l'extérieur. Si vous naissez le deuxième, troisième, quatrième, vous avez toute la famille qui vous rapporte les microbes. Et donc, il y a en fait plus d'allergies chez le premier enfant de la fratrie que chez les suivants. On a aussi pu voir dans des familles, chez les anthroposophes suédois, qui sont des gens qui vivent un peu comme des pique-niques en Suède, en communauté, avec des enfants qui sont bien allaités, qui ne reçoivent jamais d'antibiotiques, pas de vaccin, qui ont une mortalité infantile beaucoup plus importante, mais qui font moins d'allergies. Donc en fait, clairement, la pression en tout cas est importante. Et Olivier Michel, qui a beaucoup étudié l'endotoxine, qui est une protéine produite par les bactéries gram-négatifs, a bien montré aussi combien cette pression par l'endotoxine joue un rôle favorable. Tout ceci pour vous dire que si on a vu augmenter tellement l'atopie, c'est en grande partie lié à des modifications de pression par les bactéries, les virus et les vers intestinaux. Alors, il y a des facteurs environnementaux chez l'enfant. L'exposition aux acariens, par exemple, est quelque chose qui est très délétère. Et donc, on essaye au maximum de l'éviter si on a une famille particulièrement allergique, avec des parents qui sont très allergiques. En tout cas, on essaye de prendre des mesures pour éviter que l'enfant soit soumis en quantité. Et je vous expliquerai que ça dépend aussi un peu de l'interrupteur de la sensibilité de l'enfant. On a aussi l'allaitement maternel, qui est en fait extrêmement efficace en prévention primaire, mais qui a aussi un effet immunomodulateur grâce à toutes les cellules qu'il contient et grâce au fait qu'il favorise notamment une flore avec ce fameux Lactobacillus bifidus dont je vous ai parlé. Puis il y a les problèmes de pollution interne, externe, où on a toujours le tabagisme et bien sûr aussi les particules diesel dont on sait qu'elles se lient notamment aux allergènes. Par exemple, les particules diesel se lient à des pollens et favorisent leur immunoréactivité. Elles sont donc assez dangereuses à ce point de vue-là. Donc en fait, on aime bien que les enfants soient allaités le plus longtemps possible. Alors, nous n'avons pas aujourd'hui de marqueurs d'atopie chez les enfants, si ce n'est la situation familiale, mais on a pendant tout un temps pensé que le dosage des hygiènes natales pouvait jouer un rôle, mais ce n'est pas spécifique, ce n'est pas sensible, et donc on en est systématiquement à l'histoire familiale. Et sur le plan du diagnostic, bien, notamment dans l'allergie alimentaire, on va en général faire des tests de provocation en double aveugle, placebo-contrôlé. Alors ça c'est très compliqué, ça veut dire que ni le patient et ses parents, ni le médecin ne savent exactement ce que l'enfant va consommer, et on va voir là où il va réagir par rapport à une substance qui est supputée allergisante. C'est très lourd, en clinique c'est impossible à faire, et donc on essaie d'avoir des procédures, des processus simplifiés. Alors, il y a une équipe à New York, notamment pour l'allergie alimentaire, l'équipe de Samson, qui a en fait des tests de provocation en double aveugle chez toute une série d'enfants pour quelques allergènes majeurs, que sont les cacahuètes, que sont le lait de vache, le poisson, etc., en montrant qu'au-dessus d'un certain seuil d'anticorps mesuré, l'enfant avait un test systématiquement positif. Et donc, ça c'est assez simple, il ne faut pas faire un test de provocation, on peut simplement doser les IgE dans ce cas-là, et en tout cas se dire que, selon toute vraisemblance, l'enfant sera cliniquement malade s'il en consomme. Alors, vous voyez par exemple ici un enfant, on peut aussi faire des tests de provocation labiale, où en fait on positionne l'allergène sur la partie rose de la lèvre, et on regarde si l'enfant fait un urticaire, un gonflement de la peau, et cela est aussi indicatif d'une allergie clinique chez les enfants qui ont des manifestations qui ne sont pas toujours très claires, parce que si vous mangez
les cacahuètes étaient une grosse réaction, c'est pas très difficile de faire le diagnostic, mais si vous mangez une pizza qui contient plein de choses, le diagnostic va être autrement plus compliqué à faire. Alors, donc, l'allergie alimentaire, chez l'enfant, elle est très précoce, hein, c'est 6 à 8% quand même de l'allergie chez les tout petits, et elle est 3 fois plus fréquente que chez les adultes, 6 à 8%. Elle est aussi avec un début précoce, puisque presque 60% des enfants commencent avant 3 ans. Et d'autre part, c'est très souvent la première manifestation d'un terrain atopique. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'elle a doublé en 5 ans et que les réactions graves ont doublé en 10 ans. Alors, les réactions graves, vous savez quelles sont? Elles peuvent être terribles. Hein. Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez l'avion, on ne vous servira plus à 10 000 mètres d'altitude des cacahuètes, parce qu'on sait bien qu'on n'ouvre pas les hublots de l'avion et que quand il y a un apéritif servi, quand le pilote vous dit enlevez votre ceinture de sécurité, on va vous servir un rafraîchissement. 650 personnes ouvrent leur petit sachet de cacahuètes. Vous allez avoir évidemment des allergènes de cacahuètes dans l'avion. Il y a eu des gens qui sont décédés au moment de l'ouverture de ce sachet de cacahuètes, et donc maintenant on ne permet plus que vous aurez des bretzels, des petits salés, mais plus des cacahuètes. De la même manière, vous savez qu'un des grands tueurs, c'est le latex, et que dans les hôpitaux, la qualité veut qu'on ait des hôpitaux sans latex aussi, ou en tout cas des salles sans latex, parce que quand le chirurgien mettait sa main dans le ventre du patient avec un gant en latex et que l'anesthésiste disait tiens, ton patient ne perd pas du sang, non, il ne perd pas du sang. Et qu'est-ce qui se passe alors? Sa tension baisse, et en fait, il y a un choc anaphylactique avec les gants du patient sur son péritoine. Et donc aujourd'hui, on fait fort attention à ça, et on a de plus en plus aussi de notifications de patients qui, en mettant un préservatif, ont fait un choc anaphylactique, ils sont parfois morts, donc c'est une triste façon de disparaître. Et donc clairement, là aussi, il est important, je pense, de faire une police pour éviter que des substances extrêmement, potentiellement dangereuses pour un nombre élevé de personnes soient finalement mises à leur disposition de manière trop importante et sans qu'ils en soient au courant. Alors sur le plan des manifestations, mais comme on l'a dit, ça peut être beaucoup de choses. Hein. C'est les voies respiratoires, ça peut être une réaction anaphylactique, ça peut être gastro-intestinal, il peut y avoir mal au ventre, il peut y avoir des nausées, des vomissements, de l'urticaire. Donc c'est pas facile, parce qu'évidemment il y a plein de maladies qui peuvent donner ces différents signes cliniques, soit ensemble, soit de manière dissociée. Donc faire un diagnostic d'allergie, c'est pas nécessairement facile, mais c'est indispensable. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Parce que ça altère la vie d'être allergique, et ça fait peur. Quand vous avez eu un choc anaphylactique au poisson, que vous avez un petit garçon qui à la crèche a reçu de la purée de pommes de terre, il a été emporté en ambulance avec une tête doublée de volume et une difficulté respiratoire, les parents disent mais il n'est pas allergique aux pommes de terre, docteur. Ben non, en fait on a rendu la purée de pommes de terre la plus mousseuse et la plus agréable possible en écrasant un œuf cru dedans, comme ça se fait assez fréquemment. C'est pas mauvais quand on n'est pas allergique, mais quand on est allergique au blanc d'œuf, ça peut vous tuer. Et donc, en fait, c'est pour ça que, clairement, il faut faire un diagnostic de façon à aider les patients à faire des achats corrects quand ils vont faire leurs courses et à ne pas nourrir leurs enfants ou ne pas se nourrir eux-mêmes avec des produits auxquels ils sont hypersensibles. Il faut aussi éviter des régimes extensifs, parce que, comme je vous l'ai dit, la sensibilisation ne veut pas dire allergie. Donc, il y a des gens qui vous disent vous êtes allergique à tout, monsieur. Vous êtes allergique parce qu'ils ont fait des recherches d'IgE et puis ils vous disent vous êtes allergique au soja, vous êtes allergique aux haricots, vous êtes allergique aux cacahuètes, aux poissons. Enfin, alors les gens finissent par ne plus manger que des galettes de riz avec un peu d'eau, ce qui n'est pas une vie très agréable. Et donc, en fait, en général, on est souvent allergique à une ou deux substances, mais assez rarement à un nombre très important de protéines. Et donc, c'est important aussi d'informer sur les risques encourus et de faire de la prévention, parce que quand il y a une vraie anaphylaxie, on peut donner, par exemple, un petit stylo d'adrénaline qui va vous aider à, éventuellement, si vous commencez un choc, à rendre réversible ce choc en provoquant une hausse de la tension artérielle et une chute du bronchospasme, donc c'est vraiment important. Et c'est très difficile parce qu'il y a souvent, comme je vous le disais, une confusion entre allergie et plein d'autres choses, et qu'il n'y a pas des tests très simples qui peuvent vous donner un diagnostic de certitude. Alors je vous montre un peu ce qu'on fait chez les enfants. En général, on leur montre un petit film pendant qu'on fait ça, on les distrait, en général, c'est pas douloureux, donc ils acceptent. C'est encore mieux d'utiliser des antigènes natifs. Si vous prenez une cacahuète et vous piquez dans la cacahuète puis dans la peau de l'enfant, il
il y a plus de protéines intéressantes dans la cacahuète dans laquelle vous piquez que dans un allergène qui est produit par l'industrie pharmaceutique pour faire des tests cutanés. Donc, en fait, vous avez un meilleur rendement avec ce qu'il y a dans beaucoup de nos hôpitaux aujourd'hui, une banque d'aliments frais congelés qui vont vous permettre de faire des tests chez tous les enfants et de rechercher des allergies croisées, parce que quand vous avez par exemple la cacahuète, on va rechercher les autres légumineuses, que sont par exemple les lentilles, les petits pois, les haricots princesses, parce qu'on va comme ça pouvoir trouver éventuellement des substances auxquelles les enfants sont sensibles. Alors comment est-ce qu'on fait? On voit l'enfant, on examine son tableau clinique, on suspecte une allergie et on va faire une vraie enquête catégorielle alimentaire. Et dans les services où on fait ça, on est souvent aidé par un diététicien ou une diététicienne. Et puis on va faire ce qui est le plus sensible et le plus précis, les tests cutanés. Alors si les tests cutanés sont négatifs, a priori l'allergie est non confirmée, en tout cas sous sa forme d'allergie immédiate, mais ça pourrait être une allergie à forme digestive, comme je vous ai dit tantôt, avec un autre mécanisme, éventuellement une muqueuse qui est abîmée par des complexes antigènes-anticorps. Alors, si c'est positif, on va rechercher les IgE spécifiques, et là, en fonction de leur taux, on va pouvoir peut-être dire qu'on n'a même pas besoin de tests de provocation parce que l'enfant a un taux qui permet de s'assurer qu'il va réagir. Et puis, on peut faire des tests de provocation labiale ou éventuellement des tests de provocation oraux, qui sont surtout faits dans la recherche, mais pas tellement, je dirais, dans la clinique de tous les jours. Et en fonction de ça, mais si tout ça est positif, on va évidemment avoir une allergie confirmée. Et si l'allergie est confirmée, ben, ça représente quoi? Si je prends un ensemble ici de 96 patients, par exemple, on voit qu'ils sont petits, hein, la médiane est 25 mois, donc c'est des tout petits enfants. Il y a plus de garçons que de filles, donc très souvent sur le plan allergique. Il y a en fait beaucoup d'eczéma, comme vous le voyez, mais sur 96 patients, il y a quand même 4 chocs anaphylactiques. Il y a quand même 11 enfants qui ont un œdème laryngé, donc ce sont quand même des manifestations cliniques inquiétantes. Hein. Donc ça veut dire que cette allergie alimentaire, elle peut vraiment donner lieu à des problèmes importants. Et puis il y a le syndrome oral qu'on voit chez les plus grands en général, et qui sont ces picotements qu'on peut avoir dans la bouche quand on mange des pommes, quand on mange des aliments qui contiennent notamment des allergènes assez semblables à ceux du boulot. Alors, la césarienne est très classiquement un facteur de risque, donc malheureusement, si vous naissez par césarienne, il y a plus de risques, et bien sûr les antécédents familiaux. Alors là, voilà, quand on regarde ce qui se passe dans la littérature, on a un peu partout les mêmes types de signes cliniques, avec la dermatite atopique qui est la plus fréquente, et les allergènes les plus classiques, c'est en fait l'œuf, qui est majoritaire, hein, pratiquement le plus souvent, la sensibilisation la plus fréquente chez les petits-enfants, c'est à l'œuf. Et puis vous avez les arachides, le lait de vache, les oléagineux, c'est-à-dire toutes les noix, et puis le poisson. Et avec ça, vous avez pratiquement 85% des allergènes, donc ce n'est pas la peine d'aller chercher la myrtille et la fraise des bois. Donc voilà, alors, dans la littérature, il y a des valeurs variables, mais c'est très classique que ce soit des taux en tout cas très importants. Alors ce qui est important aussi, c'est de savoir, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas allergique à plein de protéines en même temps, on est souvent allergique à une protéine, hein, dans presque 40% des cas, c'est un seul allergène, même si vous êtes polysensibilisé à plein de choses. Et puis, vous pouvez avoir quand même une allergie à 2 aliments, à 3 aliments, et en fonction de tout ça, vous allez avoir plus besoin, évidemment, d'un diététicien ou d'une diététicienne pour faire votre magasinage, comme on dit au Canada, le week-end. Alors, sur le plan de la distribution en fonction de l'âge, on sait que les allergies au lait disparaissent majoritairement avant 3 ans. Donc, il y a une immunotolérance qui s'installe. On a des hypothèses pour le comprendre aujourd'hui. Pour les œufs, c'est un petit peu plus long. Hein. Il y a encore 50% des enfants qui ont des sensibilités à l'âge de 10 ans. Et il y a des allergènes pour lesquels on a des cas décrits d'immunotolérance, mais où c'est finalement beaucoup plus rare. Par exemple, c'est plus rare quand même pour les arachides et pour les oléagineux, bien qu'aujourd'hui, on a des méthodes à la fois de mise en présence des enfants par rapport à ces allergènes plus précocement dans le régime quand ils ne sont pas encore malades, et qu'on a ainsi une immunotolérance qui s'observe plus fréquemment. Alors, un petit mot pour vous dire que quand on est allergique, c'est à des protéines. Alors, vous voyez ici dans la pomme, par exemple, plein de protéines qui sont symbolisées par des images de protéines dans l'espace. Eh bien, certaines de ces protéines sont vraiment dangereuses et d'autres pas. Alors, je vais vous citer un exemple qui est très classique,
qui est la noisette. Alors la noisette, les enfants en Belgique, ils sont très souvent et très précocement soumis. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pâtes à tartiner au chocolat noisette qu'on leur met sur leur tartine. Alors tout le monde ne le fait pas, beaucoup de gens le font en tout cas. Et en fait, on sait aujourd'hui que si on explore un petit peu les types de protéines, et surtout les épitopes qui jouent un rôle, eh bien, on voit qu'il y a des épitopes qui ne sont pas très dangereux. C'est-à-dire que si vous êtes immunisé pour l'épitope Cora 1 de la noisette ou Cora 8, vous avez une allergie, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de réactions. Vous aurez un petit syndrome oral, ou vous aurez éventuellement des réactions un peu locales. Mais si vous êtes sensibilisé à Cora 9 ou Cora 14, ça indique une allergie primaire à la noisette qui sont associées là, vraiment à des risques d'anaphylaxie. Et donc ça, c'est très dangereux. Donc c'est important pour les patients de savoir à quoi ils sont sensibilisés. Et vous pouvez recommander alors une éviction très soigneuse et le fait de porter, par exemple, un épipène, c'est-à-dire une seringue d'adrénaline, si vous êtes avec des enfants qui sont sensibilisés à Cora 9 ou Cora 14, alors que dans d'autres cas, eh bien, vous pouvez rassurer ou en tout cas minimiser le risque. Voilà. Alors, le traitement, ben, c'est évidemment la plupart du temps une éviction, c'est un travail multidisciplinaire en médecine, diététicien, psychologue aussi, c'est souvent important. Il y a la prévention, comme je vous le disais, avec la seringue d'adrénaline, l'épipène. L'éducation du milieu d'accueil, c'est très important. Et puis, on peut arriver à faire des désensibilisations. Alors, les désensibilisations alimentaires sont vraiment aujourd'hui dans leur je dirais encore balbutiement, même si de plus en plus de pédiatres et d'immunologistes de l'enfant font des désensibilisations. Nous, on a eu des expériences, moi j'ai connu une petite fille comme ça qui était en fait allergique aux poissons et qui avait fait 2 chocs en passant dans une poissonnerie avant l'âge de 3 ans, simplement en respirant poisson. Et chez elle, on a fait une désensibilisation en unité de réanimation, en utilisant des doses extrêmement petites de l'allergène du code-fiche, du camino, et en l'augmentant de manière très progressive. Et on a réussi une désensibilisation qui a été extrêmement efficace, comme vous avez publié il y a très longtemps, je crois que c'était en 1977 à l'époque, qui d'ailleurs a été considérée comme une publication importante de l'année par la Société immunologique américaine. Alors, régime et désensibilisation, ben, la voie tolérogène précoce est importante aujourd'hui. On dit qu'il faut diversifier précocement. Il y a des protocoles maintenant où on peut utiliser du beurre de cacahuète par exemple, où on peut utiliser toute une série de substances qu'on peut introduire précocement chez des petits-enfants, bien sûr après qu'ils aient eu l'allaitement maternel le plus long possible. Et on voit que par exemple on peut utiliser des grammes de protéines d'œufs progressivement pour induire de l'immunotolérance avec des succès quand même significatifs. Maintenant, si les enfants font des réactions extrêmement vives, il ne faut pas continuer, il faut reporter de 6 mois à 1 an. Enfin, en conclusion de tout ceci, je vous dirais que la vie, par essence, est une succession de périodes. Il y a la vie fœtale, où il y a d'abord la maman. L'allergie est plus souvent transmise génétiquement par la maman, c'est plus souvent la mère allergique chez l'enfant qu'on a de l'allergie. Il y a le fait que l'enfant boit le liquide amniotique et donc il va boire avant la naissance des allergènes du milieu que la maman connaît, alimentaire, et de son milieu extérieur, toute une série de petites allergies. Il y a d'autre part le fait que la naissance peut se passer par voie basse ou par césarienne, et ça peut avoir un effet tout à fait différent sur l'avenir de l'enfant à cause précisément de cette pression bactérienne qui a beaucoup moins, sinon pas du tout dans la césarienne, par rapport à la naissance par voie basse. Et puis vous avez toutes les inflammations qui peuvent survenir après la naissance, si les parents fument, s'il y a des bactéries ou pas dans le milieu extérieur. On sait que les enfants qui naissent dans des milieux où il y a beaucoup de stimulation par endotoxine, par exemple des enfants de fermiers, auparavant il y avait d'ailleurs parfois dans les fermes, dans les Ardennes, une porte entre l'étable et le lieu de vie. Là, vous avez alors beaucoup d'endotoxines qui passent, et on sait que, encore une fois, ça peut jouer un rôle de contrôle par une pression de type, comme je vous l'ai dit, THA. Puis à l'allaitement maternel, bien entendu. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que dans cette image-là, on n'a pas finalement ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'interrupteur du processus.
Vous pouvez être en fait non sensibilisé et cliniquement non malade, ça c'est la meilleure des situations, comme beaucoup d'entre nous le sont. Puis vous pouvez être sensibilisé, mais pas cliniquement malade. Imaginons que vous êtes sensibilisé au pollen, mais vous n'avez jamais eu un problème quand vous vous baladez en ville et qu'il y a plein de pollen. Puis vous pouvez être sensibilisé et cliniquement malade. Et toutes ces étapes, en fait, dont la compréhension est encore difficile à réaliser, montrent que les méthodes de prévention et d'intervention peuvent être extrêmement différentes en fonction de ces situations. Et alors je vous montre une photo faite en 1976 en Afrique, où j'étais allé comme étudiant et où en fait on ne parlait absolument pas d'allergie. C'était dans un hôpital de renutrition du kwashiorkor chez les enfants en malnutrition protéo-énergétique. Ils mangeaient du manioc, ils mangeaient des haricots comme source de protéines. Vous voyez qu'ils le faisaient comme tous les enfants du monde en mangeant un peu dans des assiettes chacun les uns des autres s'ils pouvaient le faire. Que sur le plan hygiène, la situation était évidemment très différente de ce qui se passe peut-être chez nous dans nos crèches. Et en fait, ces enfants, par ailleurs, avaient énormément de vers intestinaux dans le tube digestif. Quand on leur donnait un comprimé de Vermox, il faisait une grosse quantité de vers intestinaux. Et ces vers intestinaux étaient assez bien tolérés, si ce n'est qu'ils favorisaient un peu l'anémie et aussi qu'ils mangeaient une partie de l'alimentation, évidemment, que l'enfant mangeait, donc ça n'était pas à grossir. Donc simplement de leur donner un comprimé de Vermox, ça augmentait aussi leur protéine dans le sang, leur albumine, etc. Donc tout simplement ceci pour dire que le problème est toujours extrêmement complexe, loin d'être non investigué, c'est l'objet d'une investigation énorme à l'heure actuelle, et c'est notamment ce dont vont nous parler nos deux orateurs suivants, en les remerciant déjà d'être là. Il y a de la place pour quelques questions et puis je céderai la parole à... Donc, je disais, Cheikh Kassemi, ça parle de France. Pour ce qui concerne l'alimentation, je l'ai dit, pas pour me vanter, mais pour faire savoir aux autres qui ne connaissent pas qui je suis. Je suis le docteur Antonio Locache. J'ai 3 masters en sciences biologiques, sciences d'alimentation et nutrition. Je suis membre de l'Ordre national des biologistes, le seul pays au monde qui a un ordre national équivalent à celui des médecins. Je suis représentant de 60 000 biologistes italiens auprès de la Parlement européen, etc., etc., etc. Bon, ainsi dit, je voulais dire à propos des œufs, tout ça, et des enfants qui mouraient de faim, entre guillemets, à part les vers intestinaux, ce qu'ils avaient, c'était le kwashiorkor, c'était le lipoprotéinémie, évidemment dû au fait qu'ils ne mangeaient pas assez en général, et entre autres des biotines. La biotine se trouve dans les œufs, tellement maudit, entre guillemets, mais on oublie une chose. Quand on essaie de le faire au niveau industriel, et je te demande de collaborer si tu veux bien, au niveau du Parlement européen, etc., pour faire peut-être des lois qui interdisent les blancs d'œufs non cuits. Parce que les blancs d'œufs non cuits contiennent la lidine, qui est une protéine ultra spécifique qui bloque la vitamine B7 ou B8, suivant évidemment les spécifications. Et alors, sans vitamine et sans biotine, on risque beaucoup de maladies dans le sens que la biotine sert à fabriquer, entre autres, la vitamine B12, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais beaucoup de maladies courantes, entre guillemets, peuvent être éliminées. Moi, vous avez fait attention, on ne trouve plus les laits, soi-disant lait de soja, dans les supermarchés. C'est moi qui ai menacé la firme de poursuivre en justice auprès de la Cour européenne de justice pour plus de conditionalité. Parce que le lait de soja n'est pas un lait pour commencer, j'ai jamais vu des plantes de soja extrêmement longues, ils sont dans les mammifères. Les soja fameux
tellement décantée. C'est la dernière substance huileuse dans le classement des 60 graisses alimentaires, c'est la dernière place. Et en plus, le fameux margarine de régime dont on parle beaucoup, c'est fait avec des phytostérols. Ça, c'est l'ignorance de la langue grecque, parce que phyto signifie plante, c'est vrai, stérol, c'est la matière grasse, mais les phytostérols en question, c'est quoi? La fameuse pilule anticontraceptive de Pingus, c'est des hormones féminines. Les phytostérols, c'est l'hormone féminine qui n'est pas la progestérone. Donc, c'est des hormones féminines. Est-ce que vous pouvez peut-être poser votre question? Non, c'est pour prévenir les gens. Donc, oui, mais c'est-à-dire quand on... non, il faut ne pas faire de nouvelles conférences. Non, parce que je dis ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est qu'hier soir, il y avait une journaliste qui est sur LN24, une diététicienne qui a publié un livre sur la diététique. En Italie, c'est le rôle pas du médecin même avec diplôme universitaire. En Italie, si tu n'es pas médecin, diplôme spécialisé en nutritionnisme, inscrit à l'ordre national de biologiste, tu vas en prison en direct, sans procès. Et ici, en Belgique, ça n'existe pas. Et alors, une diététicienne qui donne des conseils diététiques. Une diététicienne essaie à dire aux patients qui a reçu une diète comment appliquer cette diète, pas que ça c'est bon, c'est pas bon pour la santé. Juste pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, pendant très longtemps, il n'y a pas eu, d'ailleurs en Europe, de véritable Food and Drug Administration comme il y avait aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui a favorisé le fait que les laits hypoallergéniques ont été en Europe réalisés avec des laits qui ont été enrichis en certaines protéines riches de type allergisante. Et qu'aux États-Unis, ils n'ont pas fait, ils sont restés à des hydrolysates caséiques. Donc, je pense, pour aller en tout cas dans votre sens par rapport au régime et à tous ces aspects, que nous avons besoin, et ça s'est énormément développé en Europe et notamment en Belgique, non seulement comme nous l'avons d'une administration du médicament, qui est essentielle pour que tous les médicaments soient évalués d'une manière rigoureuse, mais aussi d'une administration de l'alimentation, de façon à ce que les aliments qui sont donnés, et en particulier pour les bébés, les laits qui sont la seule forme d'alimentation qu'ils reçoivent s'ils n'ont pas de maternelle, soient soumis à des études rigoureuses. Donc c'est vrai que c'est très important en tout cas que tous ces aspects soient pris en compte et que les alimentations qui sont données tant chez les enfants que chez les adultes soient véritablement étudiées d'une manière scientifique et rigoureuse. Merci, monsieur, pour cette excellente réactualisation de mes connaissances de l'école de médecine qui date d'un certain temps. J'ai une question gastro-entérologue. On sait très bien que les Mickey, Crohn et autres sont très rares en Afrique. Est-ce qu'on s'est amusé quelque part à doser les fameux anticorps dont vous parliez? Alors, donc, effectivement, les maladies immunologiques de l'intestin, le Crohn, la hypocolitis hémorragique par exemple, sont aussi très rares dans les pays où il y a une pression bactérienne et où il y a une quantité importante, notamment de vers intestinaux. Et donc on a en tout cas étudié, il y a toute une littérature sur le sujet qui montre en effet qu'il y a notamment une sélection de certaines bactéries. Et d'ailleurs, le microbiote intestinal, qui est beaucoup utilisé et étudié aujourd'hui, montre que dans ces maladies, il y a un microbiote intestinal qui s'installe, qui est en fait effroyablement inflammatoire pour l'intestin, alors que dans le nôtre, ce n'est pas du tout le cas, et que ce microbiote intestinal a des effets donc extrêmement délétères à différents niveaux de la muqueuse digestive. Donc c'est encore assez difficile de savoir où se situe en quelque sorte l'œuf et la poule, comme toujours, mais néanmoins, énormément d'arguments sont en faveur précisément de ces relations immunologiques entre TH1, TH2, TH17 qui régulent, et toute une série d'autres éléments qui sont maintenant très bien étudiés. Et par exemple, il y a des conférences qu'ont fait des gens comme Édouard Louis, qui est le doyen de la faculté de Liège, qui connaît remarquablement bien ces problèmes.
et qui montre très bien, je vous invite à regarder ces publications, qui montrent très bien notamment le rôle du microbiote intestinal, et c'est fascinant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, monsieur. Le citoyen ordinaire constate chaque jour, et monsieur vient de le prouver, qu'on lui donne des aliments qui ne sont pas conformes pour l'alimentation, alors qu'il existe chez nous l'AFCA. Alors, sincèrement, on a parlé des biberons, on a parlé des tétines, on a parlé des tas de choses, mais que fait-on? On est toujours au même point. Je vous demande votre avis sur ce que monsieur vient de dire, il a parlé, l'hormone féminine. Est-ce que ça aurait un lien avec tous les gens qui changent de sexe? Oui, alors, donc, en fait, d'une part, je pense que de dire justement qu'on ne fait rien n'est pas exact, dans la mesure où précisément on a augmenté d'une manière tout à fait spectaculaire l'évaluation, les contrôles qui se font sur l'alimentation. Ça existait extrêmement peu auparavant, et aujourd'hui, si nous avons à la télévision des émissions qui nous disent qu'il y a des phases dans l'eau, qu'il y a toute une série, c'est parce que les contrôles sont effectués journellement, sans doute pas encore en suffisance, et on va encore trouver d'autres aspects qui sont peut-être toxiques pour l'homme, mais nous sommes dans une situation où, au contraire, on progresse, je pense, vraiment dans ces domaines un peu partout dans le monde pour évaluer les risques de pollution, les nappes phréatiques, toute une série d'aspects, et l'alimentation, on sait combien c'est vrai pour l'alimentation en viande aussi, hein, donc on sait qu'elle est aussi exagérée. Par exemple, on considère aujourd'hui que les gens qui mangent plus qu'1 gramme par kilo de viande par jour ont en fait une alimentation qui est beaucoup trop riche en protéines, et ce n'est pas du tout bon pour leur avenir et pour leur santé. Bref, je pense qu'en tout cas, on fait beaucoup pour ces aspects-là. Maintenant, sur le plan des hormones qu'il y a dans les végétaux, qu'il y a dans plein d'autres choses, là, je vous conseille de lire notamment, et qui sont très bien faits. Il y a le livre de M. Bourguignon, qui est de l'Université de Liège aussi, et une de nos académiciennes, Anne-Simone Parent, qui est en fait une pédiatre endocrinologue, a aussi fait plusieurs publications et participé à l'ouvrage du professeur Bourguignon sur le rôle des pubertés précoces avec toute une série de substances qui sont dans notre environnement. Et donc je pense justement qu'on fait de plus en plus attention à ça, et qu'on fait de la prévention pour nos enfants qui est bien utile.